Le biopic, genre à part et souvent décrié du cinéma, doit s'imposer par sa capacité non simplement à conter la vie d'un personnage célèbre, mais bien d'en offrir une lecture propre, installer un angle de lecture, une opinion sur ce qu'a été ou sur ce que représente la personnalité en question. Dans ce 7e numéro de Grand Angle, 2 biopics vont se faire face. L'un est pour moi d'une littéralité plutôt confondante, un film qui raconte mais qui ne dit pas grand-chose, Lady Nazca de Damien Dorsa, et qui va faire face donc à un autre biopic qui va utiliser la puissante représentation de son personnage, donc Mère Teresa, pour en extirper une profonde question existentielle sur la maternité. Donc le film sur Mère Teresa de Teona Strugar-Mitevska, dont on va parler tout à l'heure. Donc Mitevska, dans ce film, n'hésite pas à décadrer littéralement et métaphoriquement Mère Teresa de sa toge religieuse afin de représenter une bataille interne farouche entre le sort de la mère religieuse et celle maternelle. Et c'est un petit peu plus du côté de ce film de Mitevska que je me sens et que peut-être on se sent plus proche, on verra tout à l'heure avec Pascal, car le biopic ne doit pas seulement raconter, mais bien singulariser une opinion, celle d'un metteur en scène qui juge, lit et va utiliser l'image de la personnalité pour en tirer à la fois un questionnement propre à elle, mais aussi en l'universalisant, en sachant trouver un pont entre l'exceptionnel, qui est caractérisé par la célébrité, et le banal, nous les spectateurs. En exemple de biopic réussi et qui colle parfaitement à ma description, je pourrais citer rapidement Amadeus de Forman, Raging Bull de Scorsese, Ali de Michael Mann, ou encore plus récemment Timothée Chalamet en Bob Dylan dans Un parfait inconnu. Et non donc dans une simple proposition de suite chronologique d'événements comme beaucoup de biopics s'y morfondent malheureusement. Le dernier qui s'annonce et qui me fait craindre le pire sur Michael Jackson, qui sera réalisé par Antoine Fuqua, le réalisateur de la trilogie The Equalizer. Je crains déjà le pire. Ça sort bientôt, on a vu les affiches déjà. Et je crains déjà le pire. Donc, allons chercher du sens dans une vie d'exception. Voilà le grand défi des biopics. Alors, à notre niveau, pour ce nouveau numéro de Grand Angle, nous allons nous aussi tenter de donner du sens au film que nous allons critiquer avec Pascal, donner du sens à notre entretien avec notre invitée du jour, la comédienne Brigitte Rosset, qui nous rejoindra tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour ce numéro 7, Pascal. Comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Écoute, je me sens très bien, d'autant mieux que je sais qu'on va être particulièrement en désaccord sur ce numéro et je trouve que c'est toujours plus sain d'être en désaccord au fond. Ouais, je crois que là, ce sera peut-être le max des désaccords. Du peu que je sache, on n'est pas tout à fait en phase sur les films, voilà. Exact. Mais est-ce que c'est grave ? Pas du tout, voilà. Et je pense que ça va nourrir des débats plutôt enflammés ou en tout cas intéressants. Voilà. On y va tout de suite avec notre face-à-face critique. Nous commencerons justement par les 2 biopics évoqués dans mon éditorial. Une mathématique des lignes avec Lady Nazca, donc de Damien Dorsa. Une dualité maternelle avec Mother de Teona Strugar-Mitevska. Introspection et mystère avec Vie privée de Rebecca Zlotowski. Malaise et interrogation avec La voix de Inrajab de Kauter Benania. Et enfin, torture et invasion extraterrestre avec Bugonia de Yorgos Lanthimos. Commençons donc immédiatement avec le film du franco-suisse, d'ailleurs originaire du Valais, Damien Dorsa et son Lady Nazca. Qu'en as-tu pensé, Pascal ? Ça parle de quoi ? Oui, c'est vrai que c'est en valaisan, j'allais le préciser. C'est donc un biopic, au demeurant très arrangé, de l'archéologue Maria Reiche. C'est la femme qui a révélé l'existence des fameuses lignes de Nazca qui se trouvent au Pérou et qu'on peut vraiment voir que du ciel, que depuis l'avion. Elle a surtout découvert qu'il s'agit d'un calendrier astronomique très précis. Et ça, c'était il y a une 50aine d'années on parlait beaucoup à cette époque-là des phénomènes mystérieux de ce genre. C'était très à la mode d'en parler, ça fascinait énormément. Ensuite, ça a passé de mode, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est bien qu'on en reparle aujourd'hui. Et en cela, le film, pour moi, il fait partie de ces œuvres qui permettent de redécouvrir ce genre de choses mystérieuses, ces structures qui défient le temps, comme les lignes de Nazca, qui défient le temps, qui existent toujours au Pérou. Il y en a même de nouvelles qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps. Pour moi, le film, il distille une certaine émotion. Tu ne vas pas aimer ça, mais quand elle réalise ce qu'elle a découvert, moi, je suis assez ému parce que je suis toujours ému par les grandes découvertes scientifiques. Oui, c'est d'un côté scientifique, ça. Je me souviens dans un documentaire consacré à Andrew Wiles, donc le fameux mathématicien qui a résolu le théorème de Fermat après 365 ans de recherche sans solution. Il réalise un jour qu'après 6 ans ou 10 ans dans son grenier, il a résolu Fermat. Et il se rend compte, il n'arrive plus à parler, ils font en larmes devant la caméra, il y a un documentaire sur ça. Je trouve ça génial. Enfin, je ne sais plus le titre du film, si on tape Andrew Wiles, Fermat, YouTube, on tombe dessus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En même temps, alors, le film a des défauts, ce n'est pas un film parfait du tout.
Pour moi, c'est une réalisation relativement, voire super quelconque. Absolument. Très scolaire, qui fait pas vraiment la différence. C'est un film... c'est un film un peu dans Bon élève appliqué, qui prend soin de son image, qui veut très bien faire. Je trouve que l'histoire d'amour de l'héroïne, moi, elle m'intéresse pas. Je trouve que cette histoire d'amour avec une femme n'apporte strictement rien. Elle n'est même pas développée, quoi. J'aurais même supprimé la séquence, moi. Ouais. Genre, ça m'en fout. Ou alors aller un peu plus loin. L'un ou l'autre. J'aurais plus creusé du côté de Nazca, du mystère, d'essayer de remonter aux origines de cette mythologie, d'un peuple qu'on connaît pas, qu'on connaîtra jamais. Et c'est la seule chose qui me gêne, c'est cette espèce d'apport fictionnel, d'aspect fictionnel un peu boiteux au fond, là où il y avait peut-être matière en documentaire. Je sais pas si ça existe en documentaire sur Nazca, mais en tout cas c'est à faire. Visiblement, les gens savent plus ce que c'est que les figures de Nazca, les lignes de Nazca. Donc il y aurait eu sans doute un ou des documentaires à faire sur ça. Il y en a peut-être eu sur Arte, je dis plus qu'une fiction, mais je trouve quand même que c'est méritant, ce film de Damien Dorsa, et je vous encourage à aller le voir. Ouais, alors moi c'est vrai que moi je suis un petit peu je vais être un peu plus sévère que toi, mais sur des critiques relativement similaires aux tiennes. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film un peu bisounours, très littéral, qui va vraiment d'un point A à un point B, qui raconte, comme je disais tout à l'heure, mais sans avoir réellement d'angle, sans avoir réellement de point de vue. Il n'y a pas beaucoup d'engagement. Absolument. Et puis moi je trouve que tout est trop mignon, quoi, parce que j'imagine les difficultés techniques aussi qu'elle a dû avoir d'être toute seule dans ce désert, etc. Et on voit très peu ça. Elle a sa petite tente toute mignonne sous un arbre. C'est tout refait. Le film, il a tout reconstitué. Il a redessiné des lignes. Absolument, mais j'imagine quand même que les conditions, etc., devaient être quand même beaucoup plus difficiles. Tout au début du siècle, début du XXe siècle. Absolument. Je trouve que là, c'est assez bisounours, comme je disais tout à l'heure. Et puis, l'autre, moi, il y avait une thématique qui m'intéressait, c'est l'aspect aussi la double côté colonisation, c'est-à-dire la disparition de cette culture péruvienne qui a été complètement Nazca, de Nazca, qui a été complètement absorbée aussi par le vortex de la colonisation, et ça on n'en parle pas beaucoup. Il y a l'assimilation vraiment aussi chrétienne d'une culture millénaire complètement aspirée, oubliée, ça c'est pas vraiment développé. Donc, et pourquoi aussi cette histoire passe par une étrangère, par elle, et pas par les autochtones qui connaissent les lignes? Pourquoi c'est pas les Péruviens eux-mêmes qui s'engagent dans cette découverte, c'est un qui biopic prennent de ça? cet archéologue. Absolument. Donc le point de vue, c'est elle. Mais on entend juste l'État péruvien qui refuse d'écouter ces messages, etc. Mais je trouve que tout ça, c'était des angles ou des points de vue qui auraient mérité peut-être d'être développés et développés au-delà du côté littéral du film. L'aspect, comme je disais, colonisation, disparition, tout est vraiment... Ouais, je trouve que c'est pas assez développé, c'est très littéral. Et puis je trouve que le côté un peu bisounours, très littéral et sans angle de vue fait un film assez quelconque, et comme tu le disais parfaitement, en fait tu m'as donné la balle clairement pour te dire que en effet un documentaire aurait parfaitement suffi ou aurait été a priori même, mais faute de mieux on a ça, c'est quand même pas mal. C'est mieux que rien. Oui, mais je trouve que c'est quand même très léger. Et moi ça m'a intéressé, ça m'a pas ennuyé. Le sujet t'intéresse mais pas le film. Probablement. Si, le sujet est intéressant. Quand elle se promène sur les lignes, moi je trouve ça passionnant à regarder. Mais je sais pas. En tout cas, moi je trouve que le sujet est passionnant. Il y avait pas mal de choses à dire et je trouve que ça reste très superficiel. Ça reste un peu sommaire. Et sommaire. Et en effet, pour moi, c'est assez anecdotique au final. Et en effet, si c'est un sujet qui passionne, en effet, je suis sûr qu'il y a pas mal de choses sur Internet qui se trouvent, des documentaires pour aller fouiller. Des dizaines de livres là-dessus. Et bien sûr, et aller fouiller là-dedans. Je pense que ça apportera plus que ce film. Lady Nazca, autre chose à dire? Non. La sortie, la date. Voilà, Lady Nazca de Damien Dorsa sortira le 23 novembre. Le 10 décembre. Ok, c'est toujours une joke. C'est le 10 décembre. C'est le 10 décembre. C'est le 10 décembre. Ok, sortira le 10 décembre. Je suis sûr. Ok. Non, il est sorti le 3. Non, il sort le 10. Le 10 décembre. Si. On valide le 10 décembre. Et puis si on c'est le 10 décembre, je suis sûr à 100%. On fait un rappel. Faut dire aux auditeurs aussi que c'est compliqué en Suisse parce qu'il y a des sorties en Suisse romande, en Suisse allemande, en Suisse italienne, on en France. Avec un léger décalage par rapport à la diffusion. Non, mais il y a parfois 3 dates ou 4 dates différentes de sortie parce que c'est un pays comme ça. La Suisse. Je sais même pas si c'est compliqué. Ce film. Absolument, probablement que si, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on galère un peu, mais c'est souvent parce qu'il y a 3 ou 4 dates de sortie pour chaque film. On s'arrange toujours pour qu'il soit à l'affiche quand même. Exactement, donc on retient le 10 décembre pour Lady Nazca de Damien Dorsa. Sûr. On passe donc à Teresa de Teona Strugar-Mitevska. Donc ce Teresa, nous sommes à Calcutta auprès de Mère Teresa, donc durant 7 jours décisifs avant sa décision de quitter le couvent de Calcutta pour fonder
l'ordre des missionnaires de la charité, 7 jours d'introspection profonde, non pas sur sa foi religieuse, qui jamais ne semble vaciller, mais bien sûr sur un autre rôle, celui de mère biologique, qui va faire face à son rôle de mère religieuse, et notamment lorsqu'elle va apprendre que sa disciple de toujours, sœur Agnieszka, est enceinte. Alors, comme je l'ai dit dans mon éditorial, à contrario de Lady Nazca, je trouve que le Mitewska, que j'avais plutôt bien aimé, L'homme le plus heureux du monde, qui était son précédent film, et j'avais vu aussi Petrunia, qui était plutôt pas mal. Juste un Berlin, le Petrunia à Berlin. Et l'autre également, je crois. Non, à Venise. À Venise, ouais. Ok. Et cette Mitewska, donc cette réalisatrice, a noté qu'elle est d'origine macédonienne, du Nord, tout comme d'ailleurs Mère Teresa. Donc je pense que c'est aussi pourquoi elle a choisi ce sujet. C'est un sujet qui l'obsède depuis des années. Elle a fait la maternité, ouais, absolument. Et donc, esthétiquement, déjà, je trouve le film très intéressant parce que le couvent est filmé un peu comme un hôpital psychiatrique. Il y a une forme de folie religieuse contenue dans ces murs qui isolent, écrasent. Il y a une très belle scène où justement les murs se rapprochent à un moment donné pendant le film. Une forme de prison de l'esprit, de l'âme, une prison des grandes interrogations, en fait, essentiellement sur ce fameux désir de maternité qui naît chez Mère Teresa, du coup, et chez la disciple, comme je disais tout à l'heure, sœur Agnieszka. Ouais. Je trouve que la bande-son, qui est assez rare, insuffle une modernité. Il y a une bande-son un peu rock, chaotique pendant le film. Ouais. Et ça, je sais que ça peut déplaire, mais pour moi, ça m'a plu. Je trouve que ça modernise le propos, ça l'intègre à son époque et ça amène quelque chose de plus. Donc je trouve que déjà, esthétiquement, il y a un parti pris intéressant, que ce soit au niveau de la musique ou sa manière de filmer, encore une fois, ce couvent comme un peu un hôpital psychiatrique. Pour ce qui est du fond, eh bien, moi, je trouve que cette torture intérieure, un petit peu que va vivre Mère Teresa, d'ailleurs un peu patriarcalisée par le poids du prêtre, qui semble un peu écrasé toujours de sa présence, est assez beau. C'est un double combat à la fois extérieur, par l'aide qu'elle fait aux lépreux des minutes Calcutta, et à l'intérieur du couvent, avec cette question fondamentale de la maternité. Donc, il y a cette notion de pureté de l'enfant qui doit naître, qui ne peut pas naître face à l'interdiction religieuse. Mère Teresa aussi se rappeler des souvenirs qu'elle a de sa propre mère, aussi qui était une femme apparemment aimante, bienfaitrice, et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, son incapacité à elle-même à avoir un enfant. Donc je trouve que le film impose scène après scène cette violence intérieure, cette incapacité de choisir, qui décidera évidemment la vie future de Mère Teresa, qu'on connaît son don total pour la jeunesse, pour les enfants, et puis cette énergie qu'elle a toujours eue de croire aux autres, de croire en la jeunesse et en nouvelle génération. Donc ça, je trouve ça très bien. Je trouve que Noomi Rapace, elle est habitée, elle grime pas le personnage, mais elle intègre avec justesse cette introspection, avec son visage qu'elle a de manière... Elle a un visage très particulier, Noomi Rapace, et je trouve qu'il va très bien comme ça dans le film. Donc ouais, moi, sans être extasié par le film, mais je trouve que d'un point de vue esthétique, d'un point de vue bande-son, d'un point de vue interrogation intérieure, je trouve qu'elle utilise ce personnage de Mère Teresa pour en tirer quelque chose, pour avoir un angle de vue, ici très intéressant sur la maternité. Et c'est pour ça, moi je trouve que c'est un film vraiment réussi et intéressant. Et donc non plus, c'est pas un biopic, encore une fois, sur Mère Teresa de A à B. Elle utilise le personnage de Mère Teresa pour en tirer une interrogation. Et moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais devoir démonter tout ce que tu as dit et ça me désole. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour le défendre. Moi, je suis resté en dehors, malheureusement. Ouais. J'ai vu Noomi Rapace jouer Mère Teresa, ni plus ni moins. Pour moi, j'ai vu que ça. Mais toi qui aimes les acteurs, les performances d'acteurs. Absolument, mais là, j'aurais aimé voir un peu plus Mère Teresa que Noomi Rapace. Bref. Ouais. Le parti pris du film qui se centre, comme tu l'as dit, sur les 7 jours de la vie de la religieuse avant qu'elle ne crée son ordre. Absolument. Moi, c'est pas un parti pris qui m'a beaucoup séduit. Et je pense, et là tu vas hurler, que j'aurais préféré un biopic classique qui va de la naissance à la mort, à ce film qui serait plus long sans doute, comme le Gandhi de... Qui c'est qui avait fait Gandhi Attenborough ? Oui. À ce film qui interroge les thèmes de la foi, puis de la maternité, puis de la confession. Les séquences qui m'ont le plus plu, celles que je préfère, sont celles où on voit Mère Teresa s'occuper des pauvres dans les rues de Calcutta. Ouais. Ça, j'aime beaucoup, mais beaucoup moins celles qui se déroulent à l'intérieur du couvent où elle vit. Ce qui m'intéresse chez Mère Teresa, c'est vraiment son rapport à la rue, au monde de la pauvreté. Pas tellement son... Et qui n'est pas développé dans le film, ou très peu, en effet. Assez peu, et pas tellement son point de vue sur la maternité. Non, malheureusement. L'anachronisme de la bande-son, moi, ça me passe par-dessus la tête, contrairement à toi. Je ne sais pas qui c'est qui fait la bande-son. Tu vas me dire bientôt, il y aurait les Clash, The Clash. C'est pas loin, mais moi, je trouve que ça modernise un peu tout ça. Moi, je trouve que ça ne m'a pas choqué. Enfin bref, tout cela me rappelle surtout que la cinéaste
avait été révélée, Teona Strugar-Mitevska, tu as cité les titres, par Dieu existe, son nom est Petrounia, c'est ça? C'est ça. Et l'homme le plus heureux du monde. Et je me rends compte qu'en revoyant mes notes, que j'adorais pas ces deux films. Ok. Donc il y a un peu ça de va logique, dans la continuité. ça va dans la quoi. continuité. Ouais, donc c'est pas des deux. Je me souviens que Dieu existe, son nom est Petrounia. À Berlin, c'était du délire, c'était l'ours d'or, blablabla. Moi j'ai bien aimé. Le cirque habituel des festivals. Et pour moi, le problème de Mère Teresa, de Moser, c'est que c'est un peu le profil du film de festival. Et d'ailleurs, il était à Venise. Pas en compétition, mais dans une section Horizon, je sais plus quoi. Je trouve qu'il y a quand même trop de parti pris, il y a trop de démarches esthétiques, trop de démarches. Il y a un angle quand même assez franc, assez marqué, peut-être même trop pour que ce soit vraiment un film typé festival, justement, je trouve. Il l'est, pour moi, il l'est. Ouais. Bon. Bon. Et il sort quand? Je te laisse dire maintenant. Il est sorti le 3 décembre. Il est sorti le 3 décembre. Là, je suis formel. On passe à Vie privée de Rebecca Zlotowski. Vas-y Pascal, ça parle de quoi? Alors, et qu'est-ce que tu en penses? C'est un film, le film se centre sur une psychiatre qui est jouée par Jodie Foster, qui suite au meurtre présumé d'une de ses patientes, elle se met à enquêter parce qu'elle est la mort mystérieuse d'une de ses patientes, elle se met à enquêter parce qu'elle est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Alors elle va bien déterrer des secrets enfouis, des choses qui sont cachées. Et le film dévoile un mystère à travers une série de personnages qui véhiculent tous une part de névrose, tous les personnages qu'elle croise. Le casting, du reste, est fort séduisant. Moi, j'aime beaucoup le casting, j'aime bien les acteurs, donc c'est pas très étonnant. La question pour moi, et là c'est plus dur, c'est est-ce que Rebecca Zlotowski, avant de voir le film, je me suis posé la question, Rebecca Zlotowski, elle est enfin réussir un film? Ah, c'est dur. Je sais, c'est dur, et je me dis en voyant, pas vraiment. Il y a des ambitions... Les ambitions sont là, mais le film est trop un peu tarabiscoté, pas très très bien structuré. Cette longue scène de rêve sous hypnose, ça me sort de l'histoire. Bon, c'est l'explication de la psychanalyse freudienne qui est rapportée dans le film. J'ai l'impression que c'est aussi l'exercice d'une cinéaste appliquée, d'une bonne élève, comme Damien Dorsa dans Lady Nazca. On est pas très loin. Je sais pas trop ce qu'a voulu la cinéaste. Faire le portrait d'une femme engoncée dans ses certitudes, peut-être. Filmer une enquête bancale, dont on se fiche d'ailleurs de la résolution. Bah oui, parce que c'est pas ça le but du film. Je sais, ça s'évapore au fil de l'intrigue. Voilà, elle voulait surtout travailler avec Jodie Foster, une envie qui date de Belle Épine, je crois. Et au final, l'actrice, pour moi, elle domine pas tellement la situation. Bon, c'est moins décevant qu'une fille facile en ses films précédents. Tu n'avais pas aimé Les enfants des autres? Non. Ça va. Ouais. Joliment. Planétarium, joliment, ça va. Cela reste le film d'une cinéaste pour moi qui peut inspirer. D'ailleurs, qui a signé des clips pour la chanteuse Alizée. Oui, si. Okay, rappeler les choses. Je sais que tu as écouté du Alizée il n'y a pas longtemps. Ouais. Elle a aussi malgré signé... moi, malgré moi. Dans un taxi. Ça aurait pu être de Annie Cordy, Michel Sardou, j'en sais rien. Elle a également réalisé plusieurs épisodes de Plus belle la vie au début de sa carrière. Je rappelle ça juste comme ça. Mais c'est bien, c'est très moqueur ou quoi de dire ça, j'ai l'impression. C'est méprisant. C'est pas du tout méprisant, c'est-à-dire qu'elle est éclectique, mais je pense pas que ça soit une grande auteure. Bah écoute, une grande cinéaste auteur. Elle aimera pas si elle m'écoute, elle n'écoutera pas d'ailleurs, mais bah écoute, je suis pas hyper fan du film, mais ça va encore, c'est pas le pire. Moi, c'est, je crois, son meilleur, enfin pour moi en tout cas, de sa filmo. Ça ne doit pas le pire. Et en effet, moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle utilise en effet ce côté thriller, paranoïaque comme ça. On excuse, en effet, c'est un mystère dont sa finalité n'a finalement pas vraiment d'importance. Et d'ailleurs, Mathieu Amalric le dit littéralement à la fin du film. Il dit celui qui a volé la cassette, en fait, on s'en fiche. Il le dit, le personnage lui-même. En fait, que l'importance n'est pas là, mais il est dans la confrontation de cette Liliane Steiner, qui est un personnage un peu froide, dur, à ses propres échecs. Et il y a une forme d'introspection, donc consciente et inconsciente, sur la femme qu'elle est devenue et sur la femme qu'elle doit devenir. Il y a quand même un guest de Frédéric Wiseman dans le film, et qui apparaît en guest et qui lui dit clairement que c'est une femme beaucoup trop sûre d'elle.
Et en effet, ce qui est bien, ce que j'aime, et c'est là où la réussite du film, c'est justement qu'il va y avoir une énorme remise en question de cette femme, et sur tous les versants. Il y a le versant professionnel, parce que c'est une psychiatre qui n'écoute pas ses patients, parce qu'elle passe à côté. Qui n'est pas à la hauteur, parce qu'elle n'écoute pas, alors que c'est quand même la base du métier d'écouter ses patients. Ouais. Et pourtant, elle n'écoute pas ses patients. Et elle va reconsidérer son rapport aux patients, parce qu'elle va vivre justement un drame avec une de ses patientes. Au niveau personnel, une mère qui est absente, distance, qui ne veut pas voir son petit-fils, qui n'est pas proche de son fils, et qui, grâce à une approche, en effet, par l'hypnose, qui au départ, qui, comme psychiatre, médecin, voit ça comme quelque chose d'empirique, va l'aider à s'ouvrir, à ouvrir la porte à son fils, à un amour qu'elle n'a pas peut-être développé auprès de son fils et de son petit-fils. Elle va reconsidérer aussi son rôle de femme, ou ce rôle de ex-femme, avec cette... Moi, je trouve, tu n'en as pas du tout parlé, mais cette relation avec Daniel Auteuil, elle est très belle. Ces deux ex qui se retrouvent, cet amour, amitié. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt beau. Ils se remettent pas ensemble, mais oui, mais c'est beau, c'est touchant, c'est très juste, je trouve, dans le film. Et là, elle reconsidère aussi son rôle de femme. Elle a de la chance. Et ça fonctionne bien. Et puis, son rôle de fille également, parce que elle va reconsidérer, elle va repenser aussi à la relation qu'elle avait elle-même avec sa mère. Donc, en fait, ce qui est incroyable avec ce film, pour moi, c'est que, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses, mais contrairement à toi, moi, je trouve qu'elle arrive à tout bien assembler, que l'équilibre, il est très juste entre tous ces versants et cette analyse et cette introspection. Elle arrive à trouver l'équilibre juste entre une analyse sur la psychiatre, sur la femme, sur la fille, moi, je trouve que en effet, c'était totalement casse-gueule. Pour toi, elle est tombée. Pour moi, elle a trouvé le juste équilibre entre l'ensemble de ses lectures. Je ne sais pas ce que tu veux dire par tomber. Elle est tombée dans le sens que tu n'as pas aimé, parce que tu trouves probablement qu'il y a trop de choses, que c'est trop fouillis, comme tu l'as dit. Et moi, je trouve que pas du tout, en fait. C'est pas fouillis et c'est bien équilibré. C'est pas fouillis, mais c'est pas à la hauteur des ambitions. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt juste. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et comme je te dis, c'est peut-être le film que j'ai préféré de Zlotowski, sincèrement. Je sais pas, moi, ça m'a touché et je trouve que ça donne ce fameux message quand même qu'on n'est jamais trop vieux pour changer. Ouais. Et ça, c'est plutôt bon signe. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense. J'en pense rien. ton rire me fait méfier. Non. Moi, je pense qu'on peut toujours changer. Et là, c'est une femme, je sais pas, qui a une 60aine d'années, qui change profondément. Donc, ça donne espoir. Tout le monde peut changer. Oui. Et le film, alors là, est-ce que je m'avance, sortira Non, il est sorti déjà. Il est sorti le 26 novembre. Le 26 novembre. Ouais, il est sorti. Il est déjà en salle le 26 novembre. On passe à la suite, un film un peu polémique. La voix de In Rajab de Kauter Ben Ania. Et c'est moi qui vais parler un petit peu de ça d'abord. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie au sein d'un service d'urgence de la Croix-Rouge en Cisjordanie. Et Ben Ania va utiliser des enregistrements d'appels entre les bénévoles de la Croix-Rouge et la jeune Hanoud In Rajab, une petite fille de 6 ans, qui est coincée dans une voiture au milieu de sa famille, qui est décimée par l'armée israélienne. La Croix-Rouge tente de sécuriser un passage pour une ambulance, pour que l'ambulance puisse parvenir à sauver la petite fille, pendant que toute l'équipe de la Croix-Rouge se relaye auprès de la petite fille au téléphone. Des images documentées et les audios réels sont utilisés dans le film au milieu de la fiction. Alors moi, c'est un film qui m'a profondément perturbé parce qu'il soulève en moi une interrogation très forte, très puissante sur le rôle et la place du cinéma ici et principalement de la fiction dans une telle situation. Pour moi, le film, il est quasiment insoutenable. J'en sors absolument effondré, ça, j'ai pas de doute là-dessus. T'as pleuré. Totalement, totalement. Mais c'est aussi un film très procédé. C'est une mise en scène qui va tendre même vers une forme de voyeurisme qui m'a mis également dans une forme de profond malaise, sincèrement. Parce que fictionner le réel ainsi, est-ce que ça a vraiment un sens ? Un film documentaire utilisant scrupuleusement les audios, les images, les témoignages aurait peut-être eu plus sa place ici qu'une fiction pour raconter ce crime de guerre, ce crime de l'armée israélienne ici. Donc, en toute humilité, je pense qu'un film documentaire très scrupuleux aurait peut-être eu plus sa place. Je ne vais pas rentrer dans une comparaison idiote, et puis je ne vais pas en parler trop parce que le film va bientôt sortir en Suisse, au cinéma des Grutli, le film de Sepideh Farsi, Put Your Soul in Your Hands and Walk. Mais il sort bientôt, effectivement. Et je trouve, par exemple, ce film, sur la même thématique, beaucoup plus juste parce que c'est un documentaire qui va se baser uniquement sur le témoignage d'une personne. Bref, moi je suis donc face à ce film également en pleine contradiction parce que je m'interroge aussi sur la valeur du choc aussi. Parfois, il faut choquer pour alerter. On doit passer parfois par une forme de cruauté de l'image pour choquer et interpeller l'opinion. Et ici, clairement,
on sort choqué, on sort traumatisé de ce film. Donc, ça peut également permettre d'ouvrir les yeux au monde de ces atrocités en cours également. Donc, le film peut avoir ici un rôle important. Mais je reste quand même très mal à l'aise. Et pour citer une petite comparaison, pour moi, le plus grand film réalisé sur la Shoah, c'est bien entendu le documentaire de Claude Lanzmann, Les 9 heures de Shoah. Le pire, c'est la liste de Schindler de Spielberg. Et sa manière de fictionnaliser la Shoah. Le fait que la liste de Schindler ait été énormément vue permet quand même de faire passer un message. Exactement. C'est pour ça Lanzmann a été moins vu. Exactement. C'est pour ça que je te dis que je suis un peu dans un malaise, dans une forme de contradiction entre accepter le voyeurisme du film pour interpeller l'opinion et en même temps déplorer cette forme de procédé. Donc c'est vrai que je suis un peu perturbé par ça et après j'engage les gens à aller le voir parce qu'il faut écouter cette voix de Hanoud, il faut aller l'écouter, il faut se taire, il faut penser, il faut réfléchir, il faut réagir à ça. Donc j'engage les gens à aller le voir, mais avec quand même un esprit critique. Je sais pas ce que tu en penses. Si, et préparer les mouchoirs évidemment. Absolument. Un esprit critique, oui. Mais alors quand on l'a vu, quand moi je l'ai découvert à la Mostra de Venise, parce qu'il était en compétition à la Mostra de Venise au début de l'automne, à la fin de l'été plutôt, le film était à la fois en électrochoc parce qu'on ne connaissait pas cette histoire, moi j'avais peu lu avant, et en même temps une prise d'otage. Parce que Kauter Benania, la réalisatrice, suite aux échos hyper favorables qu'elle a eu pendant le festival, tout le monde disait que c'était le chef-d'œuvre, qu'il fallait le primer, qu'il fallait lui donner le Lion d'Or. Alors, c'était terrible parce qu'on était prisonnier et son geste méritait le Lion d'Or pour toute la presse réunie là-bas. Toute autre décision serait scandaleuse. Et ce qui est absolument faux. Ce qui est faux. Et on sait alors, que finalement c'est Jarmusch qui a eu le Lion d'Or. Et je pense que c'est une conséquence aussi de cette attitude de on mérite le Lion d'Or. D'autant plus que, sauf erreur, Alexander Payne, le président du jury, je ne suis pas sûr que c'était lui, mais je crois bien que c'était lui. C'était lui, bien sûr. Ouais. Avait déclaré qu'il ne voulait pas un palmarès politique, contrairement à celui de Cannes qu'il avait été. Alors évidemment, le film bouleverse, il nous terrasse, il nous dévaste comme ça, il nous... Quoi qu'on pense, je veux dire, on ne peut pas ne pas être bouleversé en le voyant, c'est terrible. Mais en même temps, il faut être conscient de cet exercice d'instrumentalisation, de cette mise en scène dans réel emprunté. Je trouve assez obscène l'idée qu'ils aient demandé à la famille ou aux ayants droit, je ne sais pas qui d'ailleurs, qui possède les enregistrements, d'utiliser la voix de cette petite fille. Je trouve ça pas bien. Et je ne vais pas me poser un moraliste. Après tout, je suis qui pour juger moralement tout ça? Mais je trouve que ça, c'est vraiment perturbant et discutable. Alors voilà, surtout qu'il y a cette attitude de fierté après, genre on a fait l'un des films définitifs sur Gaza, il faut lui donner un prix parce que Gaza, parce que oui peut-être, mais non, enfin je veux dire, c'est une prise d'otage qui me déplaît, un peu comme d'ailleurs c'était Les Filles d'Olpha qu'elle avait fait, dont j'étais pas extrêmement fan, mais bon. Qui était à Cannes, par contre, celui-là. Qui était à Cannes, et en plus, quand même dire une chose, la voix de Indra Jab, au niveau mise en scène, c'est pas non plus fou. C'est une pièce avec 3 bâches et demi. Et puis des acteurs qu'on dirige plus ou moins. Et puis voilà. L'important, c'est ailleurs, bien sûr. L'important, c'est ailleurs. Voilà, donc ma perturbation demeure. Non, je suis d'accord. Finalement, on est plutôt d'accord sur celui-là, oui. Sur celui-là. Par contre, ça pas va au changer. prochain. Ça va changer. Alors maintenant, on parle du dernier film de Bugonia de notre ami Yorgos Lanthimos. Notre ami. Enfin, mon ennemi, ton ami. Non, ni l'un ni l'autre. Les deux choses sont exagérées. Donc Bugonia, Pascal, vas-y. Qui a en commun avec le film précédent d'avoir été en compétition à la Mostra de Venise. Alors ça débute avec un soupçon qu'éprouve un employé d'une entreprise pharmaceutique qui pense que sa directrice est un alien qui vient de la galaxie d'Andromède. Et comme il a envie de sauver l'humanité, il va la séquestrer avec l'aide de son cousin, puis lui faire subir différentes tortures. Alors la jeune femme est incarnée par Emma Stone. Alors c'est un jeu de massacre à la truelle, très misanthrope, mais décapant et surtout jouissif pour moi, dans lequel Lanthimos règle ses comptes avec les complotistes et à tout l'univers qui va autour. Comme toujours, hein. Oui. Et c'est souvent viscéral, c'est sans état d'âme, c'est voire amoral. Même si Emma Stone m'agace un peu, mais elle m'agace toujours. Là, la savoir victime de tas de sévices, ça m'amuse un peu. Je pense qu'elle s'est amusée aussi. Le film, il ne faut pas oublier que c'est une farce, et une farce qui s'apparente aussi au film d'horreur. Et dans ce registre, on en a vu bien d'autres. On est aguerri. Pour moi, il y a la volonté de mélanger les gens, de se foutre un peu de la gueule du politiquement correct, voire de faire l'apologie. On dirait que tu parles de Osloon, là, non? Ah non.
Il fait aussi une certaine... Mais j'aime assez Osloon. Je sais. Et de faire une certaine apologie de la laideur. Et... c'est hyper esthétisé pourtant. Eh oui, mais la laideur, c'est quand même assez laid. Je suis désolé, je trouve ça assez laid. Quand elle se rase le crâne, on en dit, Emma Stone est une jolie fille. Ouais, je suis pas d'accord. Mais... C'est le remake d'un film coréen qu'on n'a pas vu, que moi j'ai pas vu, Save the Green Planet, tout comme Michel Hazanavicius Ne coupez pas. C'est ça, qui était en ouverture de Cannes. Ouais, qui était un remake d'un film coréen. Et le film original était bien meilleur d'ailleurs. J'ai pas vu. Ouais. Et voilà, ce que je note à propos de Lanthimos, je suis pas prêt à me battre pour le défendre, mais j'aime plutôt bien, c'est qu'il tourne extrêmement vite. Il a eu le Lion d'Or en 2023 à Venise avec Poor Things. Ouais. Après, il a présenté à Cannes Kinds of Kindness en 2024, qui moi sont moins bons films. Et retour à Venise avec Bugonia en 2025. Est-ce qu'il tourne trop vite? Sans doute qu'il aura un film à Cannes. Il faut qu'il se calme là, il faut qu'il prenne des vacances probablement. Il n'a pas besoin de vacances. Mais il tourne autant que Mocky en son temps, un autre exemple de cinéaste assez misanthrope. Ou Robert Altman qui tournait énormément, qui est aussi un exemple de cinéaste misanthrope que j'aime plutôt bien. Donc voilà pourquoi j'encourage les gens d'aller vous faire votre propre idée. Absolument. Il y a des gens qui on encourage tout le monde à aller au cinéma toujours. Pour il est à l'affiche depuis le 26 ou le 27 novembre. Depuis le 26 novembre. 26 novembre, voilà. Écoute, moi je suis absolument pas d'accord c'est absolument l'inverse, c'est un petit délire en effet misanthropique. Pour les mêmes raisons, t'es pas d'accord, c'est ça qu'il faut. C'est ça, il continue à agresser les corps, à les violenter dans un déferlement hyper gratuit, déshumanisant. Il continue de jouer du misérabilisme de ses personnages pour en rire. En fait, c'est un réalisateur qui se moque avec une haine gratuite et un rire gras de la faiblesse et de la souffrance des autres. Gras. Il rit des autres, il rit de la faiblesse. Et moi, en fait, j'ai une infinie tendresse pour le personnage de Jesse Plemons. En fait, c'est un homme qui souffre, qui est en train de perdre sa mère. Et en fait, Lanthimos, ce qu'il en fait, il se fout de sa gueule. Il ridiculise, il humilie. Tout le monde. Lanthimos, il n'aime pas ces personnages. Non, et il élève Emma Stone au-dessus de lui. Emma Stone joue de ce pauvre mec, c'est horrible. Emma Stone adore Lanthimos. C'est le quatrième film qu'elle tourne avec. Quatrième, je crois. Mais elle est en train de perdre sa carrière à cause de lui, d'ailleurs. Et du coup... il relève le niveau de sa carrière. Non. Et du coup, en effet, pour moi, ce qui est horrible, c'est qu'en effet, Jesse Plemons, Lanthimos se fout de sa gueule. Tout le film. Et je trouve que le film est affligeant à cause de ça. Il est mal aimable, il est détestable. Et il est aussi dévitalisé, il est aigri, il est hargneux. En fait, son propos, il se voudrait un peu aussi multicouche comme ça. Et mon Dieu, Lanthimos qui essaye de parler avec un message écologiste, là, un peu. C'est au secours. Il essaye de faire un peu d'écologie. Il veut te provoquer, c'est une catastrophe. T'es tombé dedans. Mais moi, ça me tente pas. C'est un petit théâtre sadique, en effet. Et puis avec ce twist final là, pour sauver le vide de son film. Bon, bref, on a tous compris avec Lanthimos, on est tous destinés à disparaître, on est tous des cons, on va tous se détruire, on ne croit plus à personne. Oui. In fine, oui. Mais honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est un film un peu de, je sais pas, de petits vieux en fin de vie, qui n'aiment plus rien, qui n'ont plus aucun espoir. Malin que le spectateur, ça c'est clair. Ça c'est sûr, c'est un film de petits malins. So what? Et moi je trouve un film de pur boomer déjà ringard, dépassé. Donc je sais pas, moi j'ai pas du tout aimé, je trouve ça vraiment mauvais. Après, dans toute la filmographie de Lanthimos, je n'aime rien, hormis la première heure de Poor Things, parce que là il y avait un peu de naïveté, il y avait un peu quelque chose. Mais après, on était retombé sur les mêmes problèmes. Donc voilà, moi je suis... La mise à mort du cerf sacré, c'est pas mal. C'est le final. Là. Bon, bref. En effet, je vais pas m'éterniser. Vous avez bien compris que je supporte pas Lanthimos et j'aime pas du tout son film. Et puis, mais bon, j'y crois. Comme j'ai dit tout à l'heure en vie privée, tout le monde peut changer. Peut-être qu'il changera un jour, Lanthimos. Et toi, tu changeras d'avis. Tu reverras l'œuvre complète. Absolument. Je veux dire, c'est révélation. Et le film, comme tu l'as dit tout à l'heure, est sorti le 26 novembre. 26 novembre, ouais. Eh bien, on peut maintenant accueillir notre invité du jour. Avec bonheur. Bonjour Brigitte Rosset, tu peux t'installer. Salut Brigitte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a eu un petit problème de train. Oui, en plus. Raconte-nous. Alors, déjà, accident de personne, c'est jamais un bon scénario. Non, absolument. Et tout le monde fait oh, puis on se dit, il y a quand même quelqu'un, c'est bientôt Noël et qui s'est lancé sous les rails. Ensuite, le train s'est arrêté à la petite gare de Lancy en disant c'est fini. L'autre, pas Bachet. Ok. Voilà, donc pied. Et figure-toi que dans la j'ai laissé mon téléphone dans le train. Ah, tu l'as perdu. Ouais. Ah mince. Il sera retrouvé. Oui, alors j'ai appelé parce que j'ai été vite dans un café essayer d'appeler. Bon, mais c'est pas très intéressant tout ça. Ouais, mais bon, ça fait. C'est marrant quand même. Ce qui était marrant, c'est que à côté, donc j'étais dans un petit café. Donc j'entre un peu. Vous avez pas un téléphone?
La dame, s'il vous plaît, je suis en train de faire mon service. J'ai dit, ok, pardon, c'est vrai, excusez-moi, c'est pas mon problème avant les vôtres. Et puis finalement, il y avait des petites dames à une table à côté. Et je dis, excusez-moi, est-ce que vous seriez d'accord de me prêter votre téléphone pour que j'appelle mon téléphone parce que j'ai besoin. Mais bien sûr. Oh, Madame Rosset, vous nous préparez un sketch. J'ai dit, non, c'est pas ça, c'est un sketch. Et enfin, allez, voilà. Puis j'ai dit, bon, moi, maintenant, vous aurez mon numéro si jamais je peux vous offrir des invitations une fois pour un spectacle. Et il y a un monsieur qui m'a répondu, allô, oui, j'ai votre téléphone, je travaille chez c'est cool, je ça. sais pas quoi. Et, mais bon, moi, voilà. Et donc, il n'est pas perdu. Je le récupère demain. Ah, d'accord. Et le monsieur adorable et tout ça. Donc, bonjour. Comment tu vas C'est génial. Bon, ça se finit bien. C'est ça. On aime bien. Puis si tu te dis, qu'est-ce que c'est un téléphone en fait? Ah, c'est rien. Non, mais sur le moment, tu dis, c'est pas possible. Et heureusement, j'avais un ordi et tout. Donc, j'avais l'adresse d'ici aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le... Donc, après, je me suis dit, ouf. Dans un mail, tu m'as expliqué ça. Et heureusement, j'avais mon ordi avec moi. Sinon, comment je vous aurais retrouvé? Je sais pas. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Non, impossible. Je me souvenais pas du nom du chemin. Je me souviens que c'était par là. Ouais, t'avais pas mon numéro pour me rappeler. J'avais pas ton numéro. Bon. En tout cas, tu es là et on est très très heureux de ta présence. Tu peux souffler. On va poser des questions toutes gentilles. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais tu vas voir à quel point c'est drôle que vous m'invitiez dans une émission de cinéma. Pourquoi c'est drôle? Parce que moi, j'ai la phobie du cinéma. D'accord. On va en parler. On va en parler, c'est intéressant, absolument. Mais avant ça, je vais juste te présenter. Oui. Donc, rapide présentation. Tu es né à Genève et après des études de commerce, tu décides de t'orienter vers le théâtre au début des années 90. Tu t'es engagé avec Georges Vaud, si je ne me trompe pas, pour un rôle dans Henri IV, que tu iras tourner un petit peu à l'étranger d'ailleurs, il me semble. Puis tu poursuis ton parcours à l'École supérieure d'art dramatique de Genève jusqu'en 93. Et depuis 2012, tu es membre de la troupe de la Comédie de Genève. Très très nombreux spectacles à ton actif, et dont les 2 derniers, ton seul en scène avec Merci pour le couteau à poisson, Les Conversations et les délices au jambon, mais également On ne se mentira jamais en duo avec Marc Donnet-Monet. Oui. Et puis 2 belles distinctions pour toi. En 2015, le titre d'actrice exceptionnelle au prix suisse de théâtre, et puis cette année, tout récemment, le prix de la SSA, de la Société suisse des auteurs. Oui. Donc justement, on va y revenir tout de suite, avant de nous plonger un petit peu dans ta carrière, dans le livre également dont on va parler tout à l'heure, justement. Vu qu'on a un podcast cinéma, ton rapport au cinéma, tu viens de m'en dire un mot, mais est-ce que tu as un rapport particulier? A priori, oui. Est-ce que tu as quand même des films, des metteurs en scène qui ont eu un impact, qui ont une influence sur ton travail de comédienne, ou raconte-nous un peu tout ça? Alors, tu sais, chaque fois qu'on allait au cinéma jeune, et puis j'avais toujours des réticences en disant non, mais je veux pas y aller. Puis je trouvais toujours des excuses pour pas. Puis je me disais, mais ça va pas ou quoi? Et puis après, je suis allée un peu, et en fait, je me suis rappelée. J'ai été terrorisée par Pinocchio, mais vraiment. Je me souviens d'avoir vu Pinocchio, mais le vrai Pinocchio. Le Disney, donc d'origine. Ouais. Et puis je l'ai vu à l'Alhambra. Et en fait, j'ai fait des cauchemars et des cauchemars et des cauchemars en ayant vu ce film après, comme petite fille, je pense que j'avais 7-8 ans, où je me suis dit, mais après, je parlais comme si, je me dis, mais pourquoi ça m'a perturbée comme ça? Et en fait, il fait tout le temps les mauvais choix. Tu sais, Pinocchio, il a plusieurs possibilités de revenir à la maison. Il se plante à chaque fois. Chaque fois. Et presque volontairement. Tu sais pas si qu'est-ce qui va. Est-ce que c'est un malin, comme le réalisateur dont on parlait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il va chercher? Et puis cette histoire de vendre de la baleine et tout. Bref, moi, quand je vais au cinéma, si c'est pas un film tout lisse, gentil, celui dont tu parlais avant, impossible. Bugonia. Mais je fais des cauchemars pendant 6 mois. Il est content parce qu'il l'aime pas. C'est très bien. Mais celui-là ou un autre, tu vois, tu parlais de la liste de Schindler aussi quand je suis arrivée. Moi, là, j'ai vu, avant de jouer, c'était dans un théâtre, on jouait dans un petit théâtre à Marseille, je l'ai vu avant de jouer. Aussi, après, j'étais terrorisée, alors que je sais que c'est scénarisé. Je suis comédienne, je sais que c'est des acteurs. Ouais. Les séries, je fais comme ça, ah non, je hurle. En fait, il faut vraiment que je soigne ça, parce que j'adore l'idée que le cinéma existe. J'adore les gens qui parlent comme... Je pourrais vous écouter des heures, les deux, là. Je me dis, mais ils savent tout, ils ont tout vu. Non, c'est pas tout. Non, mais on a beaucoup vu. J'ai plein de copains qui vont l'après-midi, qui vont au cinéma, qui vont... Puis tu peux aller seul, c'est génial d'aller seul au cinéma. Tu vas pas bien, tu vas voir un truc. Au théâtre, c'est différent, on va pas tellement seul. Au théâtre, tu n'es pas seul. Non. En fait, parce que je trouve que tu es beaucoup plus en lien avec les gens autour de toi. Absolument, ouais. Puis au cinéma, il arrive que tu te retrouves dans une salle vide. Au théâtre, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Disons, c'est beaucoup plus rare quand même. Vraiment, tu vas dans une immense salle. Oui, bien sûr. Genre, on vous groupe. Et voilà. Et alors,
ce que j'aime voir et ce qui a pu influencer mon travail ou le travail que j'aime beaucoup, c'est l'écriture de Bakri Jaoui. Et un des films que j'ai adoré, qui m'a pas fait faire de cauchemar, c'est Le goût des autres, que je trouve tellement bien foutu dans le style de la comédie française, subtil, en disant c'est des archétypes, mais en même temps on est le con de qui, toute l'histoire avec la prof d'anglais et cette bascule quand lui il est dans son monde de plouc, et puis qu'il découvre tout d'un coup la tragédie avec sa prof d'anglais, puis qu'il se fait traiter de con, en fait, qui est regardé comme un débile par l'équipe, qui finalement le trouve sympa, puis parce qu'il achète une œuvre du copain. Enfin, je trouve que la psychologie est hyper bien observée, et déjà dans Un air de famille ou Cuisine et dépendance, je trouve que... Mais je trouve que dans l'écriture, c'est ce que, sans connaître vraiment beaucoup, mais je trouve que c'est ce que je pourrais appeler le bon cinéma français. Cet aspect psychologique, drôle et fin, ce sens de l'observation que je trouve assez génial. C'est pas des grandes histoires, mais c'est quand même des bons films. C'est très haut panier de la comédie. Les spécialistes. Bien sûr. Sur Le goût des autres, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Absolument. Ce que tu n'aimes pas, c'est les films violents qui te malmènent comme ça. Oui, tu vois, je me dis, mais j'ai pas envie... Moi, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de... Alors, après, je peux aller voir un documentaire. Et ça, je sais... si je vais voir un documentaire sur tu choisis le sujet, oui, puis tu sais que tu es dans un documentaire, donc tu es dans une forme de réalité. Tandis que dès le moment où je vais dans la fiction, en fait, j'aime bien me faire du bien. Et suivant les films, oui, il y a des films qui nous font du mal, hein. Ça c'est clair. Hein. Est-ce que vous aussi, est-ce que ça peut te poursuivre après un film, des images, moi, ça me fait pas. J'ai plus ça depuis longtemps. J'en vois trop. Donc, tu le regrettes que tu n'aies plus ça? Non, parce que c'est assez vite que j'ai. Moi, assez vite, j'ai une boulimie de films depuis l'adolescence. Ouais, sur 300 films par an, ça peut arriver. Moi, ça peut arriver, mais c'est compte sur les doigts d'une main. 3-4. Et c'est positif ou négatif quand ça extrêmement positif. Parfois, c'est des films qui me dérangent, comme le film de... Ouais, mais pour moi, c'est positif, les films qui me dérangent. Les films qui posent question, qui interrogent, qui te poursuivent, qui te hantent. Même si des films qui t'ont pas aimé, c'est généralement quand même quelque chose de positif. C'est que ça a soulevé quelque chose chez toi. Tu n'as pas aimé Bugonia, mais quand même... Mais non, ça, je vais l'oublier très vite. Mais on a parlé de La Voix de Ninj Rajab. Là, c'est un film qui est très puissant. Celui dont vous parliez juste avant, sur la Palestine. C'est ça, exactement. De cette petite fille tuée par l'armée israélienne. C'est très fort, et c'est un film qui poursuit un peu et qui interroge justement sur les questions dont on a soulevé lors du débat sur la place du cinéma. Et c'était intéressant, ce que vous racontiez, c'est est-ce qu'on doit prendre la vraie voix ou pas la vraie voix? Voilà, et eux, ils prennent la vraie voix de la petite fille, la voix réelle, un enregistrement réel, pour l'intégrer dans le film. Mais je trouve toujours intéressant, moi je me pose la question au théâtre, sur à quel moment on met du vrai dans le faux, parce qu'on fait du faux. Cinéma, le théâtre, c'est du faux normalement. C'est mis en scène. Et c'est ça et comment on met du vrai dans le faux pour que quelle est la force du vrai dans le faux? C'est ça qui peut être justement un peu malaisant dans le film, c'est que ça peut être un procédé d'utiliser cette voix de cette petite fille morte aujourd'hui pour l'intégrer dans le film, pour créer, ça peut être un procédé lacrymal, quoi, pour créer de l'émotion. Et ça, ça peut ne pas être justifié. Si c'est pour créer de l'émotion un peu factice, on va prendre cette voix de cette petite fille décédée pour la mettre dans le film, pour créer encore plus un choc. Mais on sait que c'est sa voix à elle. Oui, c'est la voix. C'est pas caché. C'est pas caché, non. C'est pas... Non, c'est pas qu'il y a un doublage. Non, c'est sa voix réelle, c'est l'enregistrement réel. Qui est mixé avec les acteurs. C'est ça. Qui interagit avec les acteurs qui jouent, eux. Voilà. Et puis, donc toi, ce que j'aimerais revenir, c'est le désir, donc en effet, dans tes spectacles de faire rire, mais là, on en parle, c'est exactement ça, c'est qu'il y a aussi ton désir de créer une émotion chez le spectateur, mais de manière un petit peu, tu peux rire de la mort, de la nostalgie, de la folie, et ce que je sais bien, c'est qu'en effet, on peut rire, on peut pleurer, toutes les émotions vont être créées, en tout cas, c'est ce que tu recherches, j'imagine, c'est de créer une multiplicité d'émotions chez les spectateurs. Oui, alors moi, je ne sais pas faire, et c'est pas parce que je veux pas, par exemple le rire efficace. Il y a des gens en stand-up ou ailleurs qui font ça, et c'est un art de savoir écrire des vannes, des punchlines. Moi, j'ai pas cette écriture-là, mais je dis parce que je sais pas le faire. Il y a un art avec ça. Et au fond, moi, j'aime raconter des histoires et assez proche de moi. Et la vie, on parlait de Bakri Jaoui, c'est ça, c'est des observations. Qui font que le rire, c'est le cousin des pleurs ou du drame. Enfin, on n'est jamais très loin. On ne fait jamais rire avec quelque chose de
très gai, de beau mais c'est ce qui m'intéresse aussi comme spectatrice, c'est qu'on me raconte des histoires et que je vive des choses, de vivre des choses. Mais quand c'est trop violent, ça me... Ouais, on a bien compris. Donc les films d'horreur, c'est pas pour toi. Non, Par moi, j'ai exemple. vu que Poltergeist. Ouais, qui est C'est assez le seul. gentil. Hein. Ouais, c'est mignon. Bon, mais quand je l'ai vu à 14 ans, tu vois, ça me faisait peur. Ouais. Et puis, je pense qu'on faisait pas les films d'horreur de la même manière. J'en ai plus vu depuis. Mais... Pour moi, en fait, c'est c'est pire, important. Le maintenant. premier film d'horreur que tu vois de ta vie, il est très important. Moi, j'ai Les vu Dents de la Shining. Mer. Moi, j'ai vu Shining Shining. à 12 ans, 13 ans, très jeune. Ça t'a marqué? On n'a Ah pas le ouais. même âge, donc Et c'est pas maintenant, ça. ça m'a. Voilà, c'est un film marquant. Mais je pense que le tout premier film d'horreur de ta vie, les Ouais. premières émotions de la peur, faut bien choisir le film. Parce que si c'est un nanar, c'est un peu triste. Faut choisir un bon premier film d'horreur, je pense. La Maison Qui du va te Diable de marquer. Robert Wise pour moi. Ah, ouais. Alors, Ah, ouais. on dort pas la nuit, là. Ouais. je veux dire. Non. Puis, suspense et horreur, c'est la même chose? Non. Pas pour Non, moi. parce que Seven, j'irais plutôt sur l'aspect thriller, quoi, comme Ouais, David ok. Fincher, Seven, ce genre de Ouais, film. C'est un peu Seven. horreur, Ouais. Seven. J'ai vu Seven. Ouais. Ça, Bah, c'est le dernier, ça a je dû crois, te qui m'a traumatisé. traumatiser, C'est assez violent, Seven. C'est très violent. C'est ouais. violent. Avec la fameuse fin. C'est Notamment, monstrueux. et puis les différentes tortures qu'il fait subir à ses Ouais, victimes. Ah non, ouais, mais non, c'est horrible. C'est assez Mais hard. c'est un bon film. Moi, je trouve très bien. Je Ouais, pense que ouais. c'est... Bah, on peut ne pas aimer, mais moi, je Ouais. trouve Non, c'est très un bien. bon film. Ouais. Pascal? Ouais, je voulais quand même dire 2 mots du livre, de ton livre qui vient de sortir, qui est tiré de ton spectacle. Je vais le montrer Oui. à la caméra, comme ça on le voit. Ça s'appelle Merci, florilège de souvenirs qui font du bien pour se réconcilier ou pas avec les siens. Alors, tu évoques beaucoup ta famille dans le livre. Tu commences par le décès de ta mère. Et tu penses que... Est-ce que le livre, ça peut atténuer la douleur ou pas du tout? La mienne, ça fait un moment qu'elle était... si j'ai pu écrire tout ça, c'est que C'est que c'était elle est le deuil. là, Ouais. et puis que j'ai accepté, puis qu'il y a la vie, et puis que les gens partent, et puis que c'est pour ça aussi que j'ai dit me souvenir des belles choses, pas pour piquer le titre à Césabou Brightman, Ouais, non, Brightman, le souvenir ouais. Mhm. Ouais. Mais c'est parce que j'avais envie de quand je trouve que ce qui est chouette, c'est quand les gens partent, en fait, si tu te souviens que du bon, tu le vis mieux aussi. vrai. Parce que si tu ressasses les horreurs, non, ça- soit tu oublies tout, mais si tu ressasses les horreurs, Tu vis plus. t'avances pas. Non, Et non. c'est un peu un choix de se dire, bon, bah, construisons avec ce qui était chouette. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu l'impression que les personnages qui m'entouraient, que ce soit ma mère, mon père, mes grands-parents, étaient des vrais personnages. T'en parles beaucoup dans le livre. Ouais. Beaucoup de choses sur les grands-parents. Et puis que c'est des personnages que j'ai eu envie de présenter et de raconter parce qu'ils sont, ils sont hauts en couleur, ils ont des parcours, ça pourrait être des personnages de fiction. Et puis ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai encore peu de retours sur le livre, à part 2-3 personnes. Ils viennent paraître. Donc, Voilà, c'est ils viennent normal, paraître. normal. Mais au théâtre, on a des retours immédiats. On est que Bien les sûr. livres, ça prend un moment que les Bien gens sûr. viennent vous en parler. Et puis, mais il y a des choses qui sont dans le livre qui sont aussi sur scène. Et les gens sur scène me disaient ah, bah c'est beau parce que moi, ça m'a permis de me remémorer les miens à moi, à travers vos mots. Ouais, ça résonne. Mhm. De dire, bah, vous me racontez votre grand-père, bah, moi, il n'était pas comme ça, mais je me suis dit, tiens, et puis j'aimerais faire ça, puis j'aimerais me souvenir de ça, et puis j'aimerais écrire aussi pour mes petits-enfants qui se souviennent. D'accord, tu crois beaucoup à la généalogie, d'après ce que j'ai lu, au fait qu'on est influencé par nos ancêtres, même si on ne les a pas connus. C'est quelque chose qui te... Oui, je crois que les choses, quand même, se transmettent. Hein. Mhm. Pas par... est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est, tu vois, les valeurs dans les familles, les choses qui font que on aborde des choses différemment, mais c'est parce qu'il y a eu... Après, tu comprends, tu dis, ah, mais oui, grand-maman, elle était à l'orphelinat, alors c'est pour ça qu'on a peur d'eux, ou c'est pour ça qu'elle était tellement Ouais. douce et câline. Et puis, même si on ne nous a pas raconté les choses, je pense qu'on hérite des comportements de nos parents qui ont même hérité. Puis nous, des fois, on essaie de tout casser en disant, ah, je veux surtout que ce soit pas comme papa ou comme maman. Tous les enfants, Puis ils on- sont cassés à un moment Ouais, donné. puis on on fait dirait. exactement pareil. Et des choses qu'on apprend qui sont assez drôles. Tu t'appelles Brigitte à cause de Brigitte Bardot. Ouais. C'est une anecdote assez curieuse parce que tu devais t'appeler Bérangère. Bérangère, c'est ma sœur, je devais m'appeler Bénédicte. Ah oui, Bénédicte. voilà. Bénédicte. Et en Bérangère, fait, c'est ta tout sœur. le monde voilà. s'est mis d'accord sur Bénédicte et mon père part m'inscrire. Et je sais pas si tu as raconté ça. Puis il part m'inscrire à la mairie. Ouais. Et puis zut, comment ils ont dit déjà? Il avait je sais jamais su ce qu'il avait fait sur le chemin, mais il est complètement oublié. Et puis il y avait un Paris Match ou je sais pas Ouais. quoi avec Ah, Brigitte ouais. Bardot. Et Puis il a dit, ah, Brigitte, c'est bien Brigitte, ça, c'est pas Brigitte. mal. Ouais. Alors je l'ai appelée Brigitte. C'est drôle. Je sais pas si tu le racontes dans le spectacle. Et c'est mais... vrai. Et c'est c'est vrai. Et moi, ça n'a jamais été un problème. On m'a dit, mais quand même, c'est quand même une histoire. C'est-à-dire que t'imagines ton père. Qui a oublié. Mais je trouvais ça super, en fait. Ouais. Parce que ça te Ouais. donne une valeur. Absolument. Ouais. Quand tu quittes la maison, tu écoutes en boucle la chanson d'Elsa, T'en vas pas. Oui. Ça, tu le dis aussi dans le Ouais. livre. Il y a beaucoup de choses que tu dis comme ça. Et tu parles de tes premières apparitions sur scène avec une chanson d'Yves Duteil.
Hein? Ouais, pas que. Pas que, non, Et effectivement. après, on avait des chansons, on chantait des trucs horribles. Parce que J'imagine, ouais. que tu n'oserais plus chanter aujourd'hui. Alors maintenant, tu parles beaucoup de générations qui t'ont précédé. Alors un petit peu moins de celles qui viennent de ton fils Léo. Léon, puis mes deux Léon, filles. voilà. Parce qu'en fait, On c'était pas salue l'idée ici de d'ailleurs, trop- parce qu'il viendra peut-être une fois sur le podcast. Oui, Je Léon, il est l'avais rencontré. dans une série dans la- Non, je l'avais rencontré une fois pour un portrait, Ah ouais. il y a peut-être 3-4 ans. Ben, je sais je suis plus. toute contente parce qu'il est là, tu vois, comme les choses. Il est là sur le plateau du théâtre de Carouge, Ok. dans Les Bijoux de la Ouais, Castafiore. oui, oui. Et mon dernier spectacle avec Georges Vode, Mhm. que tu évoquais, j'étais enceinte de Léon de 8 mois. Mmh. D'accord. Et on jouait à la maison de Bernarda. Et comme c'est que des femmes sur le plateau, et elle parle d'un Pépé le Romano qui devrait arriver. Et toutes les filles avaient dit bah, si c'est un garçon, il faut que tu l'appelles Pépé. Je me dis, oh merde. Ah mince. Et donc finalement, c'est Léon. Et là, donc c'est un peu le dernier spectacle de Liermier, enfin Mhm. pour cette année, parce qu'il quitte Ouais, le théâtre ouais, de ouais. Carouge. Et tout d'un coup, il y a mon Léon qui est dedans. Donc je trouve ça beau. Il fait beaucoup de Grâce à choses lui. dans l'impro notamment. Ouais, il est assez beau en impro. Et il est musicien, ce que je suis Oui. pas du tout. Oui. Et est-ce que j'ai vu que, pour revenir un petit peu au cinéma, est-ce que tu as j'ai vu qu'il y a des projets là, peut-être j'ai vu que tu serais dans un film bientôt ou non? Ok. Ça n'a pas l'air de. Ça va, Mais voilà. peut-être, De tu sais. Pauline Grandeur Nature de Nadège Ah, ça, Benoît-Lucci. j'étais dedans. Ouais, c'est ça. C'est Et fait. qui est pas, il n'y a pas encore de date de sortie. Mais pas il est ça. sorti, Il est je crois, sorti Pauline Ah, Grandeur non. Nature, Non, non ça me dit rien. je crois pas. Nadège, t'es sûr? Ouais, Oh, je alors, suis sûr. peut-être que. Est-ce qu'il y a d'abord les festivals ou ces Oui, choses comme Peut-être, c'est ça pour ça. Je pense qu'il n'est pas encore sorti. C'est le printemps Ensuite, 2026, je pense. Hein. bon. Et est-ce que c'est quelque chose que J'ai tu aimerais adoré. faire ou Oui. une belle expérience Et ou j'ai que tu j'ai aimerais adoré la refaire rencontre ou... avec Hmm. Nadège, qui est très chouette. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer j'étais dans Last Dance. C'est ça, ouais. Comment elle s'appelle, mon Dieu Delphine. Delphine. Le Hérisset. Le Hérisset, voilà. Le Hérisset. je Le crois. Hérisset qui était à Locarno, je crois. Qui est une femme qui était moto- formidable, ouais, qui a fait une c'est série aussi Oui, dans le Jura. oui. Et puis, au fond, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de jouer. Enfin, j'ai participé, Mhm. j'ai eu l'impression à des projets. Mhm. J'étais toute contente d'ailleurs que ce soit une scène, deux Mhm. scènes. J'aime tout ce qui est nouveau, j'aime Mhm. découvrir des choses. Mhm. J'aime faire quand on m'a proposé d'écrire ce livre, j'ai dit oh bon bah oui on va essayer, on va Mhm. voir comment ça fait de dire que des mots, et pas de parler avec les yeux, la bouche, le corps, Ouais. de faire que des mots et de raconter des choses. Est-ce que ça marche aussi? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et donc le cinéma, bien sûr que ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Mhm. Et je regrette toujours un peu la scission, mais en même temps on peut pas, entre le monde du théâtre et le monde Mhm. du cinéma, en disant il y a les comédiens de théâtre, Mhm. il y a les Bah, comédiens. ouais. C'est Mhm. peut-être vrai, je sais pas, je suis pas réalisatrice, donc puis je sais pas ce que ça ou réalisateur. Mais moi, je pense que dès le moment où on est comédien, Absolument, ouais. on peut. Il y a Oui. des boutons. Oui, oui. Mhm. Enfin, on Ah peut ouais, dire ça faisons un y peu est, moins, faisons un peu plus. Mhm. Euh, Mm. je pense qu'on peut voler des choses au cinéma. C'est plus compliqué au théâtre d'être tout d'un coup là. Et puis, on a vu des exemples de gens qui tout d'un coup ont un succès fulgurant au cinéma, qui n'avaient jamais rien fait avant et qui Mhm. tout d'un Ouais, coup ouais, à sont fond. extraordinaires. Au théâtre, j'ai pas d'histoire comme ça, de Mhm. quelqu'un qu'on balance sur un plateau puis qui est tout d'un coup génial. Non, Quoi. c'est plus rare. C'est vrai. beaucoup plus rare, ouais. Je t'avais vu dans La règle du jeu, qui était quand même tiré du film de Renoir. Ouais. C'était au Mhm. théâtre de Carouge, je Ouais. crois, il y a Mhm. 2 ans, 3 Ouais, ans, je ouais, sais plus. ouais. Je trouvais très bien ce spectacle. Ouais, c'était intéressant, Et, mais c'était surtout, on faisait les frégolis, on Oui, changeait oui, d'un oui, oui, costume oui, à oui, l'autre. oui, oui. Mais alors, c'était très éloigné du film. C'était très éloigné du film, mais ça respectait quand même l'esprit de Ah, Renoir. tant mieux. Mhm. Je trouvais ça. Parce qu'il y a des gens qui aimaient beaucoup, beaucoup le film. Et j'ai adoré, moi, ce film. Ah, Non, Parce mais que La je règle l'ai du jeu, vu. c'est génial. film, Ouais. film culte absolu. C'est étonnant. Puis Absolu, alors après, on m'a absolu, expliqué. absolu, ouais. Moi, je l'ai Et adoré c'est d'une un peu. modernité Voilà. extraordinaire. Moi, je l'ai aimé La un mise peu en scène naïvement. incroyable. C'est incroyable. Moi, je l'ai aimé Ouais. naïvement. Moi, c'est dans mon top 10 des plus grands films de Oui, l'histoire. moi Et pour je moi. me suis pas Moi du aussi. tout Avec rendu la partie de compte campagne. à quel point il était moderne, ce film. Ouais. Incroyable. À Ouais. quel, enfin, C'est je d'une- savais pas que c'était les premiers. Il y a des plans séquences incroyables. C'est ça. hein. La Ouais. mise en scène La à double mise en profondeur, tout scène, ça. Ouais, Il ouais. a inventé plein de trucs. Plein. Absolument, ouais. Et dans le spectacle, ce qui était chouette, c'est je sais pas si tu te souviens, il y avait des Ça- lièvres qui tombaient du tombaient plafond. oui, là. absolument, je me rappelle. Ouais. Ouais, C'était il y toujours avait- surprenant. On était toujours surpris de. Mhm. C'est une une scène mise à en scène de l'autre. Robert Sando, qui est Ouais. maintenant à la tête du théâtre du Passage à Neuchâtel, et qui est un fou furieux, mais dans le bon sens, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imaginaire. Voilà. Après, adapter des films aussi au théâtre. Ah, c'est pas facile. Là. Waouh, ouais, c'est Hein ardu. Il y a eu aussi Ouais. au théâtre de Carouge le film où il y avait Laetitia Casta et dans la version au théâtre, je sais plus ce que c'était. Bon, voilà, Mais c'est vrai que je dis un c'est truc. difficile hein, de C'est très passer de l'un. compliqué, Ouais, ouais, absolument. très Ouais, compliqué. ouais. Parce qu'il y a toute la force de l'image. Ouais, c'est de... ça. Ouais. Il faut Bon, retranscrire en en même mise temps, en je dis scène. ça, Mais... je viens de faire ça.
Pardon, avec la crise de Colin Serrault. Ah oui. On vient de finir la tournée. Alors, Colin Serrault, elle est aussi beaucoup dans le monde du théâtre. Et elle a les deux. Ces scènes, c'est chaque fois des scènes à deux personnages. Des scènes à deux personnages. C'est des vrais dialogues de théâtre. Donc, après, il y avait la difficulté des décors, mais c'est des projections au théâtre dans la mise en scène de Villarmier. Mais alors que, est-ce qu'il y a déjà eu des adaptations de théâtre au cinéma, à part Les Bronzés? Oui, il y a. Il y a beaucoup? Plein. Plein? Moi, je pense plein. Je pense beaucoup dans le passé. Dans les années 30 et 40, toutes les pièces étaient tournées en film. Pratiquement. Peut-être et des fois réussi? Moins maintenant. Pas toujours réussi. On parlait de théâtre filmé, d'ailleurs. Puis ça se faisait assez vite, j'imagine. Assez on vite, profitait des comédiens qui savaient déjà le texte. Et puis... c'est pas aussi simple, mais ça se faisait. Ah bon? C'était assez bâclé, on va dire. Est-ce que, du coup, là, tu as des nouveaux projets ou des nouveaux désirs particuliers là, plein de spectacles en janvier, j'ai vu que tu as plein de dates, en tout cas. Alors, le spectacle Merci, là, il tourne beaucoup. Je vais tourner encore la saison d'après. Et puis, je dois dire que ça m'a donné envie d'écrire, mais sans prétention, et sans fausse modestie. Parce que écrire, c'est un métier. Auteur de fiction, de romans, d'essais, de tout ce qu'on veut, c'est un vrai métier. Moi, j'ai essayé de mettre en mots mes aventures de scène en rajoutant d'autres anecdotes. Je me raconte et je raconte des choses. Mais tout d'un coup, je me suis dit, l'exercice m'intéresse. Ça ne veut pas dire l'envie. Ça ne veut pas dire, maintenant, je vais écrire un roman. Mais de me lancer, de me dire, l'exercice m'intéresse. Est-ce que je pourrais imaginer la vie de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui pourrait lui arriver, comment, quoi. Et puis ensuite, si c'est bien, peut-être que ce sera publié un jour. Mais l'exercice m'intéresse vraiment. Et je me dis, si j'ai envie, il faut faire. En fait, il faut faire des choses. Il faut faire. Puis après... Pas trop se poser de questions. Non. Et puis après, les gens vous disent, c'est super, ou c'est pas bien, ou on vous édite pas, on vient voir le spectacle. Je trouve que... Il y a tellement de gens qui te disent j'aurais tellement aimé petit. Pourquoi t'as pas fait? Oui, c'est vrai. Pas de regret. Non, notre podcast. Quand on fait après. On n'a pas. Les podcasts. Non, mais on s'est lancé comme ça. On s'est lancé comme ça aussi. Par une envie, en disant on y va, on fait. On se connaissait à peine d'ailleurs. Tout à fait. Oui, c'est quoi qui vous lie les deux? La passion. On s'est connus sur Twitter et on a discuté, on s'est croisés dans les festivals. C'est ça. Et puis naturellement, ça s'est fait. Une belle rencontre. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Brigitte Rosset, de ta présence. Mais je t'en prie. D'avoir répondu à nos interrogations. Est-ce que tu avais une dernière question, peut-être, Pascal? Pas forcément, non. Et puis, en effet, pour rappel, ton spectacle, donc merci encore. En effet, j'ai vu ça, des dates qui sont pas encore... Il y en a beaucoup qui sont complètes, mais pas toutes. Non, et puis, il y a Neuchâtel, Delémont, Mézières, Chênebourg, Yverdon, Plan-les-Ouates, j'ai vu tout ça, qui sont encore dispo. Et puis, ton autre spectacle aussi. Avec Marc Denemonet, il nous reste quelques petites dates, j'ai vu. Au printemps. Absolument, aussi. Que j'ai vu ça en 2026, l'année prochaine. Et évidemment, le livre qui vient de sortir et qui est disponible. Tu peux faire du bien, on m'a dit. Oui. Ça, c'est un truc chouette. Ça mis sur la couverture d'ailleurs, pour se réconcilier ou pas avec les siens ou pas. Alors j'ai mis le ou pas pour pas que ce soit une espèce de truc. Vous allez voir, c'est thérapeutique. Ou une injonction. Genre vous devez. C'est ou pas. C'est moi ça a marché, mais il y a des gens qui restent fâchés avec les leurs. Oui, et puis il y a des gens qui ont pas aimé leurs grands-parents et puis tant mieux ou tant mieux pour eux, chacun sa vie. Et tu peux rester parce que là on va parler un peu de nos coups de gueule, coups de cœur. Donc j'adorerais vous écouter. Tu peux rester. Mais je sais pas qui commence. Eh bien toi Pascal, alors quel est ton coup de gueule? Quel est ton coup de cœur? Je commence par le coup de cœur. Alors on va penser que je suis monomaniaque, mais mon coup de cœur c'est une fois de plus en ciné-concert avec un film muet. C'est le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, film de 1925, je pense que tout le monde connaît. La fameuse scène de... Énorme classique qui raconte la mutinerie de l'équipage d'un cuirassé qui est brimé par ses supérieurs et qui, une fois arrivé à Odessa, il doit faire face à l'armée tsariste qui brutalise les habitants de la ville, etc. Et c'est un exemple parfait de l'utilisation du montage comme moyen d'écriture. On s'en rend compte à travers la séquence culte, t'en parlais avant, de l'escalier d'Odessa, qui est absolument génial, avec une fusillade, ça reste un moment d'anthologie. Culte. Alors, ce ciné-concert aura lieu le 19 décembre à 19h au Grutli, et cette fois, il sera accompagné d'une musique électro composée par Peko Jean, je ne sais pas si tu connais, qui jouera en live. Okay. C'est un Tunisien qui vit à Genève. Je ne connais pas ce milieu, mais j'ai été voir, il a un site et il fait des choses.
Intéressant. Depuis assez longtemps. Cette association des deux. Musique différente. Ouais, très. Musique électro et voilà. Mais pourquoi pas, je veux dire. Mon coup de gueule sera court. Il est contre Tarantino. Ah ouais. Bah oui, parce que t'as vu ça aujourd'hui, dans les jours qui précèdent, il a critiqué Paul Dano, l'acteur, le comédien Paul Dano, en déclarant que There Will Be Blood, donc le film de Paul Thomas Anderson, aurait pu être le meilleur film du XXIe siècle s'il n'y avait pas eu un défaut majeur, Paul Dano. Horrible de dire ça. Un très bon acteur en plus. Un acteur qui est très bien contre lui. Je sais pas. On sait très bien dans Fabelmans aussi. Dans tous les films, il est bien. Il lui a refusé un truc. Alors depuis, il y a du bashing. Quentin Tarantino se fait traiter tous les noms. On le traite de vieux con, de sale sioniste, de bête à bouffer du foin. J'ai vu quelques tweets. J'ai pas fait long, mais ça part de partout. Bah ouais, bien sûr. Et le 6 décembre, il a eu lieu une partie symphonique Celebration de Tarantino à Paris. Je sais pas ce que c'est. Il préparait un projet de Kill Bill en animation. Je pense qu'on va pouvoir lui dire que ça serait bien sans lui. Et on rappelle aussi qu'il a fermé les yeux à l'époque où les révélations des agressions sexuelles commises par son ami Weinstein ont été dévoilées. Il n'a rien dit. Donc, no comment. Je crois que je ne veux pas commenter davantage. Non, moi je suis d'accord avec vous. On sait très bien que Tarantino, ce n'est pas un très bonne personne. C'est important. Puis ces films sont mais une personne, on entend des choses pas. Je le pensais plus sympathique. Moi. C'était coup de gueule et coup de cœur à toi. Bah ouais, mon coup de cœur, on va retourner au Grutli avec. Il nous faut un peu d'humour quand même en ces temps-là. Et il y a le Grutli en effet qui sort une programmation particulière, une rétrospective du 10 décembre au 10 janvier qui s'appelle donc Comédie, Rire, Penser, Résister, un siècle de comédie au cinéma. Alors, pêle-mêle, il y a plein de titres qui ont retenu mon attention. Il y a le Big Lebowski, évidemment, cultissime des frères Cohen. Il y a Le Bonjour de Ozu. Il y a ma comédie française préférée, celle des nuls, La Cité de la peur. Ah oui. C'est la comédie française préférée. Ouais, je pense. Pour toujours. C'est pas grrr. Grrr, c'est des Robin des Bois. Qui est génial aussi. Je suis d'accord, c'est mon top 5. Et qui a fait un flop monstrueux. Horrible. Qui n'a pas marché. Mais dont tout le monde parle maintenant. Mais maintenant, c'est culte. Ouais. Il y a évidemment il y a du Chaplin, il y a Howard Hawks, il y a du Howard Hawks également, il y a Journal intime de Moretti que j'adore, il y a l'un de mes films préférés aussi de comédie, The Party de Blake Edwards, une des meilleures comédies de l'histoire pour moi. Oui, avec Peter Sellers, puis des dizaines d'autres, donc n'hésitez pas à les fouiller dans la prog. C'est donc du 10 décembre. Il y a tellement de films au Grutli, on pourrait y passer les jours. C'est vrai, c'est du 10 décembre au 15 janvier, donc de la comédie, donc dans ces temps un peu sombre, je pense qu'on sait bien d'aller rigoler un peu. Et mon coup de gueule, c'est un vaste débat qu'on aura peut-être dans le prochain numéro, mais sortent en ce moment tous les top 10 un peu de l'année, des meilleurs films de l'année. Commence à sortir. Et bien, je veux me plaindre haut et fort de la présence du dernier film d'Albert Serra, Tardes des Soledad, qui pullule déjà dans tous les tops 2025. Oui, a raison. Ceux des Cahiers du cinéma, ceux des Inrecuptibles. Donc pour la faire courte, parce qu'on aura le débat probablement au prochain numéro, j'ai pas tenu plus de 10 minutes devant ce film odieux, atroce, qui esthétise de manière voyeuriste et glauque, une pratique interdite légalement en France. La corrida est interdite légalement en France. Il l'a fait en Espagne. Oui, je sais, mais bon, c'est un film sur une pratique illégale. Et qui joue les petits malins provocateurs à choquer, utiliser la souffrance et la mort animale pour jouir d'un plaisir malsain et adouber par la caméra un regard complice à la corrida. Moi, je trouve le film absolument insupportable et ça m'énerve absolument de le voir premier du top des Cahiers du cinéma. Et ça m'énerve de le voir dans le top 10 de l'année. Voilà. Mais ça a dû faire du foin, ça. Pas beaucoup, personne l'a vu. Mais les gens avaient peur d'y aller. Il a eu un prix à San Sébastien. Et il n'a pas été boycotté par des gens. Il y a eu beaucoup de retours. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est un geste d'une puissante radicalité qui est magnifique. Pour moi, non, c'est insupportable. Il filme une réalité. Mais c'est insupportable d'utiliser la souffrance animale, de filmer l'œil de la bête en train de décéder. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il ne fasse pas de ce film. Qu'il ne fasse pas le film. Non. Il n'y a pas de sujet, donc il n'y a pas de film pour moi. Il y a un sujet. Mais non, il y a un grand cinéaste. Pacifiction, oui, mais là, vous êtes formidable. N'ouvrons pas le débat. N'ouvrons pas le débat, si on en a pour une heure. Je vais aller regarder les autres épisodes. Il ne sera pas dans mon top 10. Je ne pense pas qu'il sera dans mon top 10. Eh bien, justement, on va faire un numéro spécial avec tous nos films de l'année. Une émission spéciale, et bien voilà, l'émission se termine. Merci à tous. Merci beaucoup encore Brigitte. Merci Pascal. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube, X, Instagram et Facebook, toutes les plateformes audio. De liker, de je sais pas quoi. Faites tout ce que vous voulez. Et puis...
Si, les mauvais commentaires, on aime bien, on prend tout. Vrai. Ouais, Bon, on est pas très trop, ouvert. Non, Moi, ça va. Moi, ça me fatigue. Pas Voilà, haineux, non. mais On peut constructif. ne pas être d'accord. Pas le On peut ne bashing, pas aimer. pas le Voilà. bashing Mais on peut pas Starac, être des haineux. machins comme ça. Non, mais constructif alors. Remarque constructive. Oui, en disant j'aime C'est pas rarement parce que constructif. je trouve que vous tournez Mais c'est en rarement rond. constructif. C'est rarement constructif. Mais ça peut arriver. Oui, Les gens mais se plaignent beaucoup. Ça peut ne pas être constructif, mais en tout cas pas haineux. Haineux, ça. c'est pénible. Mais on Ça n'est pas sert assez à connus rien. pour qu'il y ait de la haine. Ouais. Ah bah, essayons de dire un truc pour voir. Non, voilà. On va Vive faire la le buzz. corrida. Hein Ah oui, Oh mon Dieu. Vive le film d'adversaire. Non, vous allez me tuer là. Non, Bon, en tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. On pour pas une tout à fait nouvelle 15 jours. Je ne sais plus quand on émission. se retrouve. C'est 15 jours. Dans 15 jours, Dans 15 jours, pour ok. le 8e numéro. Ciao, Qui à sera le bientôt. numéro bilan. Exact. Ouais. Ciao. À tout À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao.